Madame, pour la troisième fois, nous ne vous comprenons pas. La voix du concierge était tendue, ses yeux se dirigeant vers la foule qui commençait à se rassembler près du comptoir de réception en marbre. La japonaise au manteau bleu marine se tenait immobile, les mains jointes poliment devant elle, mais ses yeux perçants, indéchiffrables, scrutaient l'attention grandissante comme un général inspectant un champ de bataille. Derrière elle, un assistant en costume sombre tapait frénétiquement sur son téléphone. Deux traducteurs chuchotaient en arrière-plan, le visage rouge et impuissant. Devrions-nous appeler la sécurité? Un membre du personnel a marmonné derrière le bureau. Elle n'est pas agressive, murmura un autre, mais elle ne répondra à rien en anglais, en français ou en mandarin. Aide-elle à se réserver dans la suite présidentielle, pour l'amour du ciel. Depuis le fond du hall, près des chariots à bagages en laiton brillant, Elliot Barnes regardait en silence polir le bord d'une table en verre. Son uniforme gris de concierge se fondait dans l'environnement comme du papier peint par conception. Les gens n'ont pas vu les concierges. Cela faisait partie du travail, surtout dans un endroit comme le Royal Grand Hotel, où le luxe ne se mesurait pas seulement en marbre, mais aussi en fonction de qui était autorisé à être entendu. La directrice de l'hôtel, Veronica Hale, descendit le grand escalier comme si elle montait sur une scène de Broadway. Ses talons aiguilles claquaient brusquement sur le sol poli. Son rouge à lèvres cramoisi était un symbole de contrôle fabriqué. « Bonjour », dit-elle avec un calme théâtral, en posant ses deux mains sur le comptoir de la réception. « Je suis le directeur général ici. Comment pouvons-nous vous aider, mademoiselle? » La japonaise n'a pas répondu. Mademoiselle Véronique répéta plus fermement cette fois. Toujours rien. Véronica se retourna et adressa à son personnel un sourire forcé. Elle refuse de parler. C'est inacceptable. Les murmures devinrent plus forts. De là où il se tenait, Elliot sentit le changement dans l'air de la pièce. Quelque chose de plus profond que la confusion. Du mépris déguisé en service client. La peur se fait passer pour du professionnalisme. Véronique se pencha vers l'invité et dit lentement comme si elle s'adressait à un enfant qui se comporte mal. « C'est l'Amérique, madame. Si vous souhaitez un service ici, vous devez parler en anglais. » Une pause. Puis, doucement mais sans équivoque, la femme expira. Un seul souffle silencieux. Ce n'était pas dramatique, c'était délibéré, mesuré, et Elliot sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'assistante s'avança nerveusement. Elle ne fait pas le difficile. Elle préfère simplement communiquer dans sa langue maternelle pour les questions formelles. La formelle Veronica rit en secouant la tête. « Nous ne sommes pas à Tokyo. Si elle veut commander des serviettes ou du champagne, elle peut pointer comme tout le monde. Mais elle bloque la file d'attente d'enregistrement. » Elliot remit le tissu sur le chariot du concierge et se dirigea lentement vers l'agitation. Il ne savait pas pourquoi ses pieds marchaient. Il l'était tout simplement. Quelque chose dans les yeux de la femme. Il ne pouvait pas le nommer, mais il le reconnaissait. C'était le regard de quelqu'un qui était évalué dans une monnaie qu'il n'avait jamais accepté d'utiliser. Véronique fit signe à un garde en uniforme qui se trouvait à proximité. « Transférez ce problème à la direction de la sécurité. » L'assistante de la femme s'est interposée entre eux, alarmée. « S'il vous plaît, elle ne fait pas de mal. Elle est l'une des dirigeantes les plus respectées du Japon. Elle retarde le service dans un hôtel 5 étoiles. » Véronique a craqué. « Nous n'avons pas le temps de nous livrer à des jeux de devinettes et de nous taire. » La main de la femme tressaillit légèrement, puis redevint immobile. Son silence n'était pas une faiblesse. C'était une lame. C'est à ce moment-là qu'Elliot s'est avancé. « Excusez-moi, dit-il. Tout le monde s'est retourné. » Véronique cligna des yeux. « Monsieur Barnes, cela ne concerne pas l'entretien. »« Je sais, dit-il simplement. » Il se tourna vers l'invité, lui fit une légère révérence, presque imperceptible, mais juste comme il faut, et dit dans un japonais doux et fluide. « Oh, et Ataga-sama, voulez-vous une tasse de thé, mademoiselle Saito? » Le temps s'arrêta. Même la musique du piano du hall, diffusée doucement par les haut-parleurs du plafond, sembla s'estomper. Les yeux de la femme s'écarquillèrent, non pas de façon dramatique, non pas de surprise, mais avec la lente prise de conscience d'être véritablement vue. Elle dit quelque chose en japonais, doucement et mélodieusement. Elliot hocha la tête. Il fit un geste vers le salon. « On peut s'y asseoir. Pas de pression, pas de malentendu. » Daniel, l'assistant, se tourna vers le personnel en balbutiant. Il lui parle parfaitement. Avec une intonation typique de Kyoto,
La voix de Veronica se brisa à peine. Comment savez-vous le japonais? Je ne pense pas que cela ait d'importance pour l'instant, dit doucement Elliot. Veronica ouvrit la bouche, mais Reina, la femme qui n'avait rien dit depuis 15 minutes, leva calmement la main sans la quitter des yeux. Elliot. Oh, Shinette, dit-elle doucement, j'accepte ton offre. Et d'un seul coup, la femme la plus influente de la pièce quitta le comptoir de marbre et se dirigea aux côtés d'un concierge vers le salon silencieux. Pas besoin d'un mot de plus, mais dans ce silence stupéfait, clients et personnel se retrouvèrent avec une question d'un genre nouveau, plus forte que toute l'agitation qui l'entourait. Qui est ce concierge? Et qu'est-ce que cet hôtel a choisi de ne pas voir d'autre? Elliot posa la délicate tasse en porcelaine sur la table basse entre eux, prenant soin de ne pas laisser la céramique tinter contre la soucoupe. Ce n'était pas seulement du thé, c'était un rituel, le genre de cérémonie silencieuse qu'il n'avait pas pratiqué depuis près de 10 ans. Raina Sito était assise en face de lui dans le salon privé, sa posture royale, les mains jointes délicatement sur ses genoux. La douce lumière filtrait par la fenêtre, dessinant des motifs sur le parquet ciré. Son manteau, encore humide de la brune matinale, pendait soigneusement sur l'accoudoir à côté d'elle. Mais ce n'était pas son aplomb qui attirait l'attention. L'attention d'Elliot. C'était sa retenue. Il y avait de la puissance dans sa façon de rester immobile, telle une corde de violon accordée assez tendue pour chanter sans craquer. « Heureux », dit-elle doucement, les yeux baissés, pour avoir parlé avec intention. Elliot hocha la tête une fois. « Ça fait un bail. Mon accent est probablement rouillé. »« Non », répondit-elle, « ce n'est pas de la rouille. C'est un souvenir. » Un silence s'étendit entre eux, non pas gênant, mais suspendu comme un souffle devant la musique. Elle l'observa attentivement. Sa voix, maintenant dans un anglais soigné, teintée d'une intonation typique de Kyoto. « Tu as appris le japonais de manière formelle. Université de Kyoto, » dit Elliot. « Tu vois 7 ans comme le professeur de linguistique culturelle, spécialisé dans la dynamique du silence en Asie de l'Est. » Rhea haussa légèrement un sourcil. « J'ai écrit ma thèse sur l'expression Kong Chi Wo Dumu », ajouta-t-il avec un sourire. L'art de lire l'air. Cela lui valut un léger sourire, qui disparut comme une onde sur une eau calme. « Et maintenant, concierge, dit-elle, non pas par moquerie, mais avec une curiosité sincère. »« Maintenant, concierge, Elliot confirma. »« Du moins jusqu'à ce que quelqu'un découvre que j'en sais plus que l'endroit où sont rangées les serpillières. » Raina baissa les yeux vers le thé et souffla doucement dessus. Pourquoi se cacher? Elliot se recula. Sa voix était basse. Après le décès de ma femme, j'avais besoin d'un travail où personne ne me poserait de questions sur mon passé ou mon avenir. Son regard s'adoucit, mais elle ne dit rien. Il ajouta, « Le silence n'est pas toujours synonyme de retraite. Parfois, c'est la seule chose honnête qui reste. » Un instant, Raina regarda par la fenêtre, ses doigts effleurant le bord de la tasse. « Dans mon pays, dit-elle, on nous apprend que la personne la plus puissante dans la pièce est souvent celle qui parle en dernier. » Elliot rit. « Dans ce pays, celui qui parle le plus fort gagne généralement. » Rhea se tourna vers lui. « Sérieux maintenant. Et c'est pourquoi j'ai arrêté de parler anglais dans les négociations. Les mots sont devenus du bruit, des armes. La négociation est censée être une question d'intention, mais ici, c'est une question de performance. » Elliot la regardait avec plus que de l'intérêt. C'était de la reconnaissance. Il ne la voyait pas comme une milliardaire, mais comme un être humain essayant de protéger quelque chose de tendre sous la surface. Il connaissait ce sentiment. « Vous n'êtes pas ici pour signer un accord, » dit-il finalement. « Vous êtes ici pour voir qui est prêt à écouter avant de parler. » Son regard croisa le sien et il sut qu'il avait raison. De retour à Tokyo, elle raconta qu'une entreprise américaine m'avait un jour proposé un partenariat. Des éloges généreux, des beaux parleurs, mais il se moquait de mon accent quand il pensait que je n'écoutais pas. Il ne se rendait pas compte que je comprenais chaque mot. « Qu'as-tu fait ?» demanda Elliot. « J'ai résilié le contrat, » répondit-elle simplement, « et j'ai fait don de la technologie à une association. Ça m'a coûté des millions. » Elle le regarda dans les yeux. « Mais j'ai mieux dormi, » sourit Elliot, non pas par amusement, mais par admiration. « J'espère que cela vous empêche de dormir la nuit pour les bonnes raisons. » Rhea hocha la tête une fois, puis demanda doucement, « Est-ce que tu enseignes toujours? » « Non, dit-il, mes élèves ont grandi. »
Je ne l'ai pas fait. Il y avait quelque chose dans son ton qui la fit cesser de parler. Silencieux mais stable, comme un chagrin qui a appris à arborer un visage poli. Rhea jeta un coup d'œil vers le couloir où les portes vitrées du salon encadraient le hall animé au-delà. Il voulait appeler la sécurité parce que j'étais silencieux. Elliot n'a pas regardé. Il n'en avait pas besoin. Il connaissait déjà la scène. Ils avaient une peur de ton silence, dit-il. Les gens le sont toujours. Le silence laisse trop de place à la vérité. Sa voix est devenue un murmure, mais tu n'as pas bronché. J'ai vu tes yeux, dit Elliot. Pas ton silence. Cela la fit se figer à nouveau, non pas de tension, mais de surprise. Une douceur s'insinua dans ses traits, comme quelqu'un qui portait un poids depuis des années et qui réalisait soudain qu'il pouvait le poser. Elle murmura en japonais, presque pour elle-même. Shizuka, anata no tetsu, le silence est ton allié. Puis elle leva les yeux. Dis-moi la vérité, Elliot Barnes. Pourquoi es-tu venu me voir? Il marqua une pause. Et dans ce silence résidait tout. La façon dont il te regardait, dit-il finalement. Comme si tu étais le problème. Comme si le silence signifiait l'ignorance. J'ai déjà vu ce regard sur des visages qui m'admiraient avant que je perde mon titre, ma voix, mon statut. Rhea pencha la tête. Et maintenant, Elliot dit, je me contente de nettoyer les bords en espérant que quelqu'un remarque quand ils marchent dans la terre qu'ils ont eux-mêmes laissée. Cela la fit des sourires, un sourire faible, mais réel. Tu m'as remarqué, dit-elle. Je me suis souvenu de toi, corrigea-t-il. Elle cligna des yeux. On s'est rencontrés. Non, dit-il, mais je me souviens de gens comme toi. Des gens qui n'ont pas besoin de bruit pour avoir de l'importance. Il y eut un battement. Puis, doucement, Raina murmura. Vous voulez rester un moment? Elliot hocha la tête. Et pour la première fois de la journée, le silence ne ressemblait pas à un champ de bataille. Il était comme la paix. Je veux qu'il soit expulsé immédiatement. La voix de Veronica Hale trancha le couloir comme un éclat de verre. Ses talons frappèrent le marbre avec une précision furieuse et saccadée, tandis qu'elle se dirigeait vers le couloir du fond, le directeur adjoint la suivant comme un homme espérant conserver son emploi par le silence absolu. « Madame, dit-il, attention, c'est le client qui l'a expressément demandé. » Elle a demandé un service. Veronica a craqué sans même jeter un coup d'œil en arrière. Elle n'a pas demandé à un concierge glorifié dans un uniforme poussiéreux de jouer du théâtre kabuki dans le hall. À l'intérieur de la salle de réunion, la haute direction de l'hôtel était figée. La salle venait de voir un clip de 10 secondes qui circulait désormais en ligne comme une traînée de poudre. On y voit Elliot Barnes s'inclinant d'une voix douce et respectueuse, ainsi que Reina Saito. Rhea Saito acceptant son invitation avec grâce du titre de la vidéo tendance, le concierge qui a parlé de son silence. Sais-tu à quoi ça nous fait ressembler? Véronique a exigé, en claquant son iPad sur la table. Nous avons 3 traducteurs agréés à notre service. Aucun d'eux n'a réussi à la joindre. Et puis un agent d'entretien arrive et nous ridiculise. La directrice régionale toussa légèrement. Véronica, avec tout le respect que je lui dois, ça ne nous ridiculise pas. Ça révèle que nous l'étions déjà. Sa mâchoire se serra. De l'autre côté de l'hôtel, dans un couloir calme près du salon, Elliot se tenait seul devant le distributeur, regardant la bouteille de thé vert tourner lentement tomber avec un bruit sourd. Il n'entendit pas Reina approcher jusqu'à ce que sa voix se fasse entendre à côté de lui. Ce distributeur vend toujours du thé Etuan. Je n'ai pas vu cette marque hors de Tokyo depuis des années. Elliot sourit et lui tendit la bouteille. Eh bien, cet endroit aime avoir une allure internationale. Ne demandez pas si c'est réfrigéré. Rhea accepta la boisson avec un petit rire. Merci. Pour tout à l'heure, je ne sais pas comment le dire autrement. Tu l'as déjà fait, répondit Elliot. Je voulais dire plus que du thé, dit-elle, le regardant dans les yeux. Tu m'as sauvé de devenir le spectacle de quelqu'un. Il secoua la tête. Tu t'es sauvé toi-même. J'ai juste traduit de l'instant. Une pause s'étira confortablement. Rhea jeta un coup d'œil par les hautes fenêtres du hall d'entrée, d'où la ville bourdonnait silencieusement derrière la vitre. J'ai l'habitude d'être sous-estimé. J'y compte même parfois. Mais cette femme, Veronica, me regardait comme si je n'étais même pas humain. Le regard d'Elliot suivit le sien. C'est ça le truc avec ce genre d'endroit. Surface polie, sourire froid. Tout dépend de ce que les gens pensent de vous.
jusqu'à ce que vous sortiez du scénario. Raina se tourna vers lui. Et toi, Elliot Barnes, tu t'es éloigné de tout ça. Je suis hors scénario depuis des années, dit-il. Elle pencha la tête. Pourquoi? Il hésita puis répondit sans dramatiser. Parce que le silence était devenu plus facile que de défendre la vérité. Elle fronça légèrement les sourcils, puis il continua. Après la mort de ma femme, j'ai dû élever Charlotte, ma fille, seule. J'ai quitté l'université, j'ai accepté n'importe quel emploi, mais au bout d'un moment, j'ai compris quelque chose. Sa voix baissa. Le monde seul. Il respecte le savoir, même s'il est présenté en costume 3 pièces et sous forme de présentation PowerPoint. Elle ne dit rien, mais le poids de ses paroles pesa sur ses épaules comme un poids qu'elle avait elle aussi porté. Soudain, le directeur adjoint apparut au bout du couloir, troublé. « Monsieur Mus Barnes, dit-il prudemment, Mademoiselle Hale aimerait vous parler de toute urgence. » Elliot soupira. Bien sûr qu'elle le voudrait. Raina s'avança. « Monsieur Barnes m'assiste actuellement. Si Madame Hale souhaite lui parler, elle pourra le planifier après la fin de ma réunion. » Le jeune homme cligna des yeux. « Oui, madame. Je le lui ferai savoir. » Il s'est retourné et a pratiquement couru. Rhea regarda Elliot avec amusement. « Je n'élève peut-être pas la voix, mais j'ai appris à faire sourciller. Ce qu'Elliot a dit était une classe de maître. » De retour dans la salle de conférence, Veronica marchait comme un requin sentant le sang. Elle redéfinit le protocole, siffla-t-elle. Un client n'est pas censé dicter la structure du personnel, en particulier lorsque ce membre du personnel est chargé de l'entretien. Le directeur des relations publiques s'est exprimé avec prudence. En fait, les images sont déjà saluées en ligne. Des mots comme dignité, grâce et sensibilité culturelle sont à la mode. Veronica World Trending ne signe pas nos chèques. Insulter un milliardaire ne l'est pas non plus, murmura quelqu'un d'autre. Elle l'ignora. Pendant ce temps, Raina et Elliot retournèrent au salon où un plateau de confiseries traditionnelles avait été discrètement déposé par un employé subalterne qui ne voulait visiblement pas être vu. Elliot lui offrit un mangjou, encore chaud. Elle le prit et sourit. Quelqu'un est encore fier de servir. Il se rassit en face d'elle. Tu as dit plutôt que les mots étaient devenus des armes, mais j'ai toujours cru qu'ils pouvaient aussi être des ponts. Elle hocha la tête, seulement si on les prononçait avec le bon ton. Il se pencha légèrement en avant. D'où viennent les tiens? Rhea cligna des yeux. Un endroit que je n'ai pas laissé beaucoup de gens visiter. Il soutint son regard. Puis-je être l'exception? Un instant. Aucun son, aucun mouvement. Puis je parlais doucement. Mon père était un artisan bouddhiste. Il disait, « Dans le silence, nous nous souvenons de qui nous sommes. Dans le bruit, on oublie qui on était censé devenir. » Elliot expira lentement. « Ça explique beaucoup de choses. » Elle sourit faiblement. « Je l'ai perdu à 21 ans, d'un cancer. Mais la veille de son décès, il m'a tenu la main et m'a dit, « N'aie pas peur d'être mal comprise, la peur de devenir quelqu'un de facile à comprendre. » La gorge d'Elliot se serra. Il vous aurait apprécié. Rhea détourna le regard un instant. « Parfois, je me demande s'il m'aurait reconnu, » dit doucement Elliot. « Il vous aurait vu bien avant tout le monde. » Elle cligna des yeux, mais ne laissa pas couler ses larmes. Puis, sans prévenir, Veronica Hale entra dans le salon. « Monsieur Barnes, » dit-elle sèchement, ignorant complètement Raina, « j'ai besoin de vous parler maintenant. » Elliot se leva lentement. « Ça peut attendre, mademoiselle Saito. »« Je sais, » l'interrompit Veronica. « C'est une question de limite professionnelle. » Rhea se leva à côté de lui. « Excusez-moi, mademoiselle Hale. » Veronica se retourna, un sourire faux plaqué. « Oui, vous vous adressez à une employée qui est actuellement en réunion privée avec moi. Je vous suggère de choisir vos prochains mots avec soin. » Veronica se raidit. « Je ne voulais pas vous offenser. Vous ne m'avez pas offensé, » dit Rhea calmement. « Vous avez révélé. » Et sur ce, elle se tourna vers Elliot. « On continue? » Elle hocha la tête. Veronica resta figée. Son visage était une guerre de couleurs. Et pour la première fois, il était clair que la personne la plus puissante dans la pièce n'était pas celle en talons. Le salon de thé était silencieux. Pas celui d'un hôtel, mais celui d'un temple. Des pas feutrés, une douce vapeur s'élevant de la porcelaine délicate. Pas de téléphone, pas de musique, juste un souffle. Elliot se tenait près de la table,
versant soigneusement du matcha dans deux petites bacs en céramique, le liquide vert foncé tourbillonnant doucement comme une pensée naissante. En face de lui, Raina Sido était assise, les mains posées sur ses genoux. Son expression était indéchiffrable, mais plus douce que dans le hall. C'était la première fois depuis des années qu'il se demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. À Kyoto, il répondit « Un professeur nommé Okabe-san. J'étais étudiant. Il était tout le reste. » Rhea sourit faiblement. Était-il strict? Worth, dit Elliot en lui offrant une tasse. Il était gentil, ce qui signifiait qu'on ne pouvait pas lui en vouloir en cas d'échec. Il fallait juste que tu t'améliores. Elle accepta le thé des deux mains, ses gestes précis. C'est une réponse très japonaise. Ça a collé, dit-il. Ils restèrent assis en silence un moment, laissant le thé réchauffer leurs mains et calmer leur respiration. Puis Raina parla doucement, posée. Tout le monde suppose que le silence est synonyme de passivité, mais dans mon monde, c'est une stratégie. Bouclier, épée. Elliot hocha la tête. Dans le mien, c'était de la survie. Elle le regarda attentivement. « À quoi survivais-tu? » Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il fixa son thé comme s'il contenait le passé. Puis ma femme est morte il y a 7 ans. Une rupture d'anévrisme soudaine. 1 minute, nous planifions un voyage en camping. L'instant d'après, je lui tenais la main dans une chambre d'hôpital et elle était déjà partie. Rhea ne dit rien. Elle ne présenta pas ses condoléances. Elle écouta simplement. C'était de la bonne chose à faire. Je venais de lui attribuer une titularisation à l'université. Elliot continua. J'ai refusé. Charlotte n'avait que 3 ans. Je ne pouvais pas lui enseigner la théorie linguistique pendant qu'elle pleurait jusqu'à s'endormir. Il sourit amèrement. Je pensais avoir choisi la voie royale. Il s'avère que personne n'applaudit quand un homme marche, loin du prestige pour nettoyer les sols. Rhea pencha la tête. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la discipline. Tu es la première personne à avoir dit ça sans pitié, murmura Elliot. Je n'offre pas de pitié, dit-elle doucement, seulement de la reconnaissance. Sa voix exprimait quelque chose de différent, non pas de l'admiration, mais de la compréhension. Elle reposa doucement sa tasse. Mon silence n'était pas toujours choisi. Quand je suis arrivé en Amérique, j'avais 22 ans. Brillante, naïve. Je pensais que l'intelligence parlerait d'elle-même. Elliot l'observa, sentant le poids dans sa posture avant qu'elle ne dise un mot de plus. Un investisseur en capital risque m'a dit un jour, poursuivit-elle, « Tu es impressionnante pour une femme qui a besoin de sous-titres. » Elliot grimaça. « S'il te plaît, dis-moi que tu lui as lancé quelque chose. » « Non, » dit Raina. « J'ai triplé la valorisation de mon entreprise l'année suivante et j'ai racheté la sienne. » Elliot sourit. « Bon, c'est mieux. » Elle baissa les yeux, sa voix plus basse, mais cela laissa une cicatrice. Après ça, j'ai arrêté de parler en anglais pendant les négociations. Non pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que je le voulais. Je verrais bien qui essaierait de me comprendre, même si ce n'était pas facile. Elliot hocha la tête, comme un changement de code inversé. Exactement, dit-elle. Un filtre pour l'authenticité. Il y eut un autre silence. Puis Elliot dit, « Alors j'ai réussi ton examen. » « Non, » répondit Rina en le regardant dans les yeux. « Tu ne l'as jamais passé. Tu t'es montré tel que tu étais. » Cette phrase pesait lourd entre eux. Vrai, spontané, indéniable. Il brisa le silence d'un sourire ironique. « Tu n'es pas ce que j'attendais d'un milliardaire de la tech. » Elle haussa un sourcil. « Et toi, à quoi t'attendais-tu? »« Je ne sais pas, dit-il bon. Plus froid, plus fort, plus brillant. » Raina rit. « Je comprends souvent ça. » Elliot sirota son thé. « Tu es d'abord un humain. Ça déconcerte les gens. » Rhea le regarda. « Vraiment. Et toi, tu es la première personne depuis des années à ne pas m'avoir traité comme un gros traître. » Il posa sa tasse. « Je sais ce que c'est que de devenir invisible au vu et au su de tous. Ce n'est pas quelque chose que les gens admettent facilement. J'ai de l'expérience, dit-il. » Un instant. Puis Raina demanda. « As-tu parfois regretté d'avoir abandonné ton ancienne vie? » Elliot hésita puis dit. « Certains soirs, oui. Quand Charlotte me demande pourquoi je ne porte pas de costume au travail comme les autres pères de son école. Je le sens. » Il prit une inspiration, mais elle me serre dans ses bras et me dit « Ton travail sent le nettoyant citron et la gentillesse. Et je pense que c'est peut-être mieux que des applaudissements. »
Le visage de Rhea s'adoucit, le coin de sa bouche se releva. Elle a l'air sage. Elle a 10 ans, dit-il, mais elle voit plus clair que la plupart des salles de réunion. Rhea se leva lentement, lissant sa jupe. Elliot, je ne suis pas ici juste pour une affaire. Je cherche quelque chose de plus difficile à trouver que des capitaux d'investissement. Il leva les yeux. Et qu'est-ce que c'est? Elle soutint son regard. Des gens qui ne sont pas performants, juste pour être vus. Puis elle se tourna pour partir. Mais avant de s'éloigner, elle jeta un coup d'œil en arrière et dit doucement « Merci de m'avoir rappelé que la dignité n'a pas besoin d'être traduite. » Et sur ce, elle le laissa seul avec son thé et un silence qui ne ressemblait plus à une absence, mais à une invitation. De l'autre côté de l'hôtel, derrière des portes vitrées closes, Veronica Hale faisait de nouveau les 100 pas. « Ils sont toujours ensemble », a-t-elle lancé en regardant à travers la caméra de sécurité. « Oui, madame », dit doucement un membre du personnel. « Toujours dans le salon de thé depuis 1 heure et 14 minutes, a-t-il confirmé. Elle s'est tournée vers le responsable des relations publiques de l'hôtel. Cela va dégénérer si nous ne contrôlons pas le récit. Le récit, a expliqué lentement la responsable des relations publiques, est qu'un concierge a désamorcé une crise culturellement sensible avec grâce et aisance, tandis que la direction a failli appeler la sécurité sur un milliardaire. La mâchoire de Veronica se serra. C'est déjà devenu viral, a ajouté le responsable des relations publiques, et les invités demandent Elliot Barnes par son nom. La voix de Veronica devint froide. Il n'est pas un invité. Il n'est pas un porte-parole. Il n'est même pas qualifié pour nettoyer le sol du penthouse. Le représentant des relations publiques haussa un sourcil. Et pourtant, il est peut-être la seule personne qui donne à cet hôtel une apparence humaine. Les lèvres de Veronica s'amincirent en une ligne dure. Elle ne voyait plus seulement un concierge. Elle a vu une menace. La photo a été diffusée sur Internet avant même qu'Elliot ne revienne dans le placard du concierge. Un instantané granuleux, Raina Saido, assise dans le salon de thé, souriant doucement, tandis qu'Elliot Barnes lui versait du thé avec la précision d'un diplomate. Pas de dispositif de traduction, pas d'assistance, juste 2 personnes face à face dans un parfait respect mutuel. En 1 heure, l'image a été partagée plus de 300 000 fois. En 2 ans, le message est devenu tendance sur Twitter sous le nom de #TheJanitor qui a écouté. La légende devenue virale provenait d'un client séjournant à l'hôtel qui avait discrètement filmé une partie de l'interaction précédente. Alors que les gérants paniquaient, un concierge s'est connecté. Nous n'avons pas besoin de plus de cadres. Nous avons besoin de plus de Elliot. Veronica Hale claqua son ordinateur portable si fort que la tasse en céramique à côté de lui trembla. « Dis-moi que c'est contenu », siffla-t-elle. La responsable des communications numériques de l'hôtel, une jeune femme nommée Jess, déglutit difficilement. « Nous essayons, mais les médias nous appellent. CNN, Nick Kayazi. Bonjour Amérique, ils veulent l'interviewer. » Lui, c'est un concierge. Jess ne répondit pas, mais son silence en disait plus que ses mots ne le pourraient jamais. Veronica se tourna vers le directeur général adjoint. « Vous réalisez ce que cela signifie? Il a détourné notre récit de marque. Il nous a fait passer pour des ratés en matière d'hospitalité de base, alors qu'il se tenait là à polir les verres et à jouer les sauveurs culturels. Il n'a rien joué, dit prudemment l'assistant. Il a simplement fait ce qu'il fallait. » Véronique s'est retournée contre lui. Personne ne l'a embauché pour être la bonne personne. Nous l'avons embauché pour faire du grabuge. Et puis, dans la pause qui a suivi, elle a dit la partie que personne n'osait dire à voix haute. Si la situation dégénère, nous deviendrons l'hôtel où un concierge surpasse la direction. Et ce n'est pas le genre de publicité qui préserve les bonus des dirigeants. Elliot se tenait seul dans la salle de pause du personnel, le bourdonnement de la lumière fluorescente bourdonnant au-dessus de lui comme un moteur fatigué. Il tenait dans sa main un email imprimé provenant des ressources humaines de l'entreprise. Court, émoussé, stérile. Objet? Employé de Ramp, examen de la conduite, M. Barnes. En raison d'une exposition publique récente et d'un écart par rapport aux tâches assignées, un examen interne formel a été lancé. Jusqu'à ce que le problème soit résolu, veuillez vous abstenir de toute interaction avec les clients au-delà de vos responsabilités de nettoyage. Cordialement, comité de surveillance du personnel. Il plia le papier une fois, puis une autre fois, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment petit pour disparaître dans son poing.
J'aurais dû le voir venir, murmura-t-il. La porte grinça derrière lui. C'était Marcus, le concierge de nuit. L'un des rares membres du personnel qui se souvenait encore qu'Elliot portait autrefois un blazer au lieu d'un badge nominatif. « Il panique », dit doucement Marcus. Veronica est sur le point de le perdre. Kayata ne s'est pas retournée. « Parce que j'ai parlé japonais à un invité. »« Non », répondit Marcus. « Parce que tu as rappelé à tout le monde à quoi ressemble un vrai service. » Il y avait un silence entre eux, un vieux silence, lourd de tout ce qu'ils avaient vu au cours d'années de travail invisible. « Ça va ?» Marcus a demandé. « Je vais bien, mentit Elliot. » Marcus s'avança. « On t'encourage, Elliot. Les clients te demandent par ton nom. Le personnel parle de toi comme d'une légende. »« Je ne suis pas une légende, » dit Elliot d'un ton catégorique. « Je suis un homme avec une serpillière qui a oublié de baisser la tête. » Marcus baissa la voix. « Ou peut-être êtes-vous un homme qui se souvenait qu'il avait encore une voix. » La mâchoire d'Elliot se crispa. « Peu importe. Les RH réclament à nouveau le silence. » Marcus recula. « Pour ce que ça vaut. Elle vous a vu, mademoiselle Cito. Je crois qu'elle vous a toutes vues. » Elliot baissa les yeux sur le papier plié, puis hocha la tête. C'est ce qui l'effraie le plus. De retour à l'étage, dans la suite de conférences du penthouse, Raina était assise près de la fenêtre, son ordinateur portable ouvert. Son assistant Daniel marchait nerveusement derrière elle. « Ils ont envoyé une déclaration, dit-il en agitant son téléphone. Du côté de l'entreprise, ils qualifient l'incident de regrettable entorse au protocole. Ils disent que M. Barnes a agi en dehors de ses fonctions. » Rhea ne leva pas les yeux. « Ils essaient de minimiser l'incident, » ajouta Daniel. Toujours aucune réaction. Il hésita. « Voulez-vous que je réponde? » Elle se retourna, finalement. Sa voix était douce, mais inébranlable. « Non, non. » Son regard s'éclaira. « Je répondrai en personne. » Daniel cligna des yeux. « Tu veux dire que je retourne là-bas? » dit Rhea. Il hésita. « Ils vont riposter. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Alors, laisse-les faire. Je n'ai pas créé une entreprise milliardaire pour laisser des gens comme Veronica Hale définir qui compte et qui ne compte pas. » Daniel se redressa. « Compris. » Alors qu'elle fermait son ordinateur portable, son reflet sur l'écran la fixa. Pas la milliardaire, pas la figure de proue, mais la jeune fille qui autrefois servait dans un salon de thé Kyoto, traduisant les ordres maladroits des touristes en phrases gracieuses que sa grand-mère lui avait apprises. Cette jeune fille avait attendu longtemps avant d'être entendue, et maintenant elle parlait. Elliot retourna dans le hall, une serpillière à la main et le silence au cœur. Le bavardage dans l'hôtel n'avait pas cessé. Il s'était même intensifié, à tel point que les clients se tournaient vers lui, non pas avec dédain, mais avec curiosité, avec respect. Il détestait ça, car il savait combien ce respect était fragile. Le respect, fondé sur des clips viraux et des hashtags tendances, n'était pas réel. C'était des applaudissements limités dans le temps. Veronica le rejoignit près des ascenseurs, les bras croisés comme un général attendant la reddition d'un soldat. « Monsieur Barnes, dit-elle sèchement, j'espère que vous avez reçu les avis. Je l'ai fait. Vous comprenez alors les conséquences d'une déviation continue. Je fais. » Elle sourit légèrement. « Bien. Alors nous n'aurons plus de confusion sur les rôles, n'est-ce pas? » Mais juste au moment où Elliot était sur le point d'acquiescer et de s'éloigner, une voix résonna derrière eux. « Non, nous aurons de la clarté, mais pas celle que vous imaginez. » Ils se retournèrent tous les deux. Rhea Saito se tenait au bout du couloir, posée et résolue. Elle marchait vers eux, chaque pas étant délibéré, comme si elle montait sur une scène qui lui appartenait entièrement. Mademoiselle Saito, Veronica dit, le masque se mettant en place. Nous discutions justement de ce malheureux malentendu plus tôt. Il n'y a pas eu de malentendu. Rhea l'interrompit calmement, ce qui n'était qu'un manque de caractère. Véronique cligna des yeux. « Excusez-moi. » La voix de Raina resta ferme. « Vous avez pris le silence pour de la faiblesse et vous avez pris l'uniforme pour de la valeur. » Véronique rougit. « C'est une affaire interne au personnel. »« C'est faux, » dit Raina, et soutenant son regard. « C'est une question de dignité humaine, » dit-elle à Elliot. « Monsieur Barnes, voulez-vous marcher avec moi? » Il hésita puis hocha la tête, laissant la serpillière près du mur. Alors qu'il marchait dans le couloir côte à côte, dit doucement Raina. « Il ne supporte pas que tu n'aies pas demandé de crédit, » sourit faiblement Elliot.
Laissez-les mijoter. Je ne l'ai pas fait pour eux. Je sais, répondit-elle. C'est ce qui le rend puissant. Il marchait en silence. Mais c'était le genre de silence qui ne faisait pas reculer un homme. Cela l'a soulevé. Il était presque minuit quand Elliot franchit enfin la porte de son modeste appartement. Les lumières de la cuisine étaient toujours allumées, projetant une douce teinte dorée sur le comptoir usé et la petite pile de vaisselle dans l'évier. L'odeur de lavande et de citron persistait faiblement. Charlotte avait encore nettoyé sans qu'on le lui demande. Elle essayait toujours de prendre soin de lui. Trop pour un enfant de 10 ans. Papa, appela sa voix depuis la chambre. Je n'ai pas sommeil, j'attends. Je suis à la maison, répondit-il doucement. Charlotte apparut un instant plus tard dans le couloir, enveloppée dans sa couverture préférée, les cheveux ébouriffés, les yeux perçants. « Tu étais sur Internet, dit-elle catégoriquement. Elliot cligna des yeux. « J'étais ce que Lily m'a montré. Sa mère regarde les informations pendant le dîner. Tu es partout. » Il soupira en s'asseyant sur le vieux canapé bleu. « Ouais, ce n'était pas censé arriver. » Elle le caressa et s'assit à côté de lui, se recroquevillant comme un chat. « Ils disent que tu as parlé japonais à un milliardaire et que tu as sauvé l'hôtel, » dit-elle en levant les yeux vers lui. « Est-ce que vrai? » Il n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il a demandé « Tu te souviens quand je t'ai dit que parfois, faire la bonne chose met les mauvaises personnes en colère? » Elle hocha la tête. « Eh bien, dit-il, aujourd'hui était un de ces jours. » Charlotte resta silencieuse pendant un moment. « Alors, ils vont te virer? » La question a frappé plus fort qu'elle n'aurait dû, mais Elliot n'a pas bronché. « Je ne sais pas encore, a-t-il dit. » Elle appuya sa tête contre son bras. Pourquoi les gens se mettent-ils en colère quand quelqu'un est gentil? Il fixait le sol. Parce que la gentillesse fait paraître l'arrogance petite, elle pencha la tête. « Mais ce n'est pas ta faute. »« Non, murmura-t-il, mais cela fait de moi la cible la plus proche. » Un long silence s'étendit entre eux. Puis, presque comme un murmure, Charlotte demanda « Est-ce ce que c'est être bon? » « C'est toujours aussi dur, » dit Elliot en serrant la gorge. Il a embrassé le haut de sa tête. « Oui, mais c'est aussi ce qui vous rend fort. » Plus tard dans la nuit, alors qu'elle dormait, Elliot était assis seul à la table de la cuisine, une tasse de thé froid à côté de lui et un stylo à la main. Il sortit une feuille de papier, du vrai papier, et commença à écrire lentement, pensivement. « Charlotte, un jour tu seras assez grande pour me demander non seulement ce que j'ai fait, mais aussi pourquoi je l'ai fait. Je veux répondre à cette question maintenant, pendant que le souvenir me fait encore mal et que la vérité est encore chaude. Quand les gens parlent de courage, ils imaginent généralement quelqu'un de bruyant, d'audacieux et d'exigeant. Mais ce que j'ai appris, c'est que parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est simplement de rester gentil dans une pièce qui s'attend à ce que vous vous endurcissiez. Aujourd'hui, j'ai vu une femme s'effacer avec des sourires. J'ai déjà vu ce regard quand quelqu'un fait comme si vous n'étiez pas là parce que vous reconnaître signifierait qu'il devrait vous traiter comme un être humain. J'ai fait un pas en avant parce que j'ai été victime de ce silence trop souvent. Et si j'ai appris quelque chose en t'élevant, c'est ça. Nous n'avons pas besoin de la permission du monde pour faire ce qui est juste. Il nous faut juste la volonté de le faire quand même. Tu m'as dit un jour que mon travail sentait le citron et de la gentillesse. J'espère que ce sera toujours le cas. Je t'aime, papa. Il plia la lettre et la glissa dans une petite enveloppe portant son nom. Un jour, elle en aurait besoin. Peut-être pas demain. Peut-être pas avant des années. Mais quand le monde essayait de la convaincre qu'être silencieux signifiait être petit, elle se souvenait que son père transformait une pièce en ne disant presque rien et en voulant tout dire. Le lendemain matin, Elliot est arrivé à l'hôtel plus tôt que d'habitude. Il avait besoin du silence avant que le hall ne se remplisse de talons claquants et de grooms impatients, avant les emails, les réunions RH et les chuchotements dans les couloirs. Il entra dans le placard du concierge et ouvrit son casier. À l'intérieur, collé sur la porte, se trouvait une photo de Charlotte à l'âge de 6 ans, sans dents de devant, du chocolat sur la joue, tenant un prix du meilleur papa de tous les temps, fait à la main et griffonné au crayon. Il sourit, puis attrapa sa serpillière. Juste au moment où il entrait dans le couloir, Marcus le rattrapa. « Hey, Marcus !» dit-il d'une voix courte. Ils se réunissent en ce moment. Le conseil d'administration, tout le monde. J'ai entendu dire qu'ils ont appelé le siège social. Elliot soupira. « Je pensais que tu allais bien. »« Je le serais, dit-il,
Et Raina? Elle est toujours dans le penthouse, répondit Marcus. Mais elle est calme, concentrée, comme si elle planifiait quelque chose de plus grand que nous tous. Elliot hocha la tête. Cela ne me surprendrait pas. Marcus baissa la voix. Tu n'es pas seul, mec. Tout le monde ici en bas, nous sommes derrière vous. Entretien, ménage, cuisine. Vous nous avez donné quelque chose qu'aucun d'entre nous n'avait eu depuis des années. Qu'est-ce que c'est? Marcus le regarda droit dans les yeux. La preuve que nous comptions. À l'étage, dans la salle de conférence, Veronica Hale se tenait à la tête de la table, entourée de chefs de département et d'associés principaux. « Cela a assez duré », dit-elle d'une voix sèche et froide. Le comportement de M. Barnes, aussi bien intentionné soit-il, a créé un climat perturbateur. Nous devons reprendre le contrôle de l'image de marque de l'hôtel avant que cela ne devienne un précédent. La pièce bougeait de manière inconfortable. Un cadre s'est éclairci la gorge. Avec respect, Véronique. Le client en question n'a déposé aucune plainte. En fait, elle a salué publiquement sa conduite, elle a ajouté un autre, et les réservations ont augmenté de 12% depuis hier. Nous recevons des courriels de clients internationaux nous demandant si M. Barnes travaille toujours ici. Les lèvres de Véronique s'amincirent. Nous ne pouvons pas gérer un établissement de luxe sur la base du sentiment. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit et Raina Cito entra. Sans un mot, elle se dirigea vers le centre de la pièce et posa son téléphone sur la table. Un enregistrement vocal a commencé à diffuser la voix de Veronica depuis le hall la veille. « C'est l'Amérique. Si vous souhaitez être servi ici, parlez anglais. Nous n'avons pas le temps de nous livrer à des jeux de devinettes et de nous taire. Nous n'avons pas embauché de personnel pour jouer du théâtre kabuki pour des milliardaires. » Silence. Puis Raina éteignit l'enregistrement et leva les yeux. « Je t'ai donné une chance de rectifier le tir, » dit-elle d'un ton neutre. « Tu as choisi de faire comme si de rien n'était, » balbutia Veronica. « Vous avez enregistré cela sans mon. Vous étiez dans un espace public, » a déclaré Ria, entouré de témoins, y compris votre propre personnel. Elle s'est tournée vers les dirigeants. « Je suis venu ici pour évaluer cet hôtel en tant que partenaire à long terme pour notre sommet technologique, mais ce que j'ai trouvé, c'est une culture de supposition et un homme assez courageux pour parler d'humanité dans une salle pleine de protocoles. » Elle s'arrêta. « Je n'annulerai pas le sommet, mais j'associerai le nom de mon entreprise uniquement à des institutions qui reconnaissent une valeur au-delà d'un titre. » Et puis elle a dit 5 mots qui ont tout changé. Elliot Barnes est ce standard. La salle de bal du Royal Grand n'avait jamais été aussi pleine, ni pendant les fêtes de fin d'année, ni pendant les mariages de célébrités, et certainement pas lors d'une conférence de presse convoquée par un milliardaire qui a refusé de dire pourquoi. Des rangées de caméras de médias bordaient la corde de velours. Les journalistes chuchotaient en se déplaçant sur leur siège, incertains de ce qu'ils allaient voir. Le podium était vide. Pas de bannière de sponsor, pas d'arrière-plan scripté, juste une seule ligne projetée derrière en lettres blanches sur fond noir. Parfois, le silence est la vérité la plus forte. Dans les coulisses, Elliot ajustait le col rigide de sa chemise fraîchement lavée. Toujours pas de cravate, toujours pas de costume. Il avait refusé les deux. Il n'était pas là pour jouer un rôle. Il était là parce que Ria lui avait posé une question simple ce matin-là. « Veux-tu te tenir à mes côtés, non pas comme un symbole, mais comme toi-même? » Maintenant, elle se tenait à côté de lui aussi calme que jamais, ajustant les manches de son blazer ivoire avec une précision élégante. « Tu n'as pas besoin de parler, » dit doucement Ria. « Je veux, » répondit Elliot. Elle le regarda. « Tu ne leur dois rien. Je sais qu'il l'a dit, mais peut-être qu'ils ont besoin de l'entendre quand même. » Ria hocha la tête une fois, puis monta sur scène. Les flashs ont commencé immédiatement. Elle marchait avec la grâce délibérée de quelqu'un qui savait exactement qui elle était et qui n'avait plus besoin de le prouver. Elle est arrivée sur le podium, a regardé la foule et n'a rien dit. 30 secondes passèrent, puis 60. Les journalistes échangèrent des regards. Y a-t-il eu un problème technique? Mais Ria resta là, immobile, son silence comme une pierre. Puis elle s'inclina profondément, pas un hochement de tête désinvolte, une révérence japonaise complète, à la manière de Kerr, réservée aux moments de gratitude solennelle ou d'excuse. Des halètements flottaient dans la pièce comme des feuilles emportées par le vent.
Puis elle s'écarta. Elliot s'avança lentement vers le podium, comme si chaque pas devait mériter son droit. Il regarda la foule. Pas de notes, pas de prompteur, juste un homme en chaussures de travail debout sous des lumières chaudes, essayant de parler au nom de chaque personne qui avait été vue en dernier, si tant est qu'elle l'ait été. « Je m'appelle Elliot Barnes », dit-il d'une voix ferme. « Je nettoyais les sols pour gagner ma vie. Quelques murmures, des stylos, du papier griffonné. J'enseignais les langues et j'étudiais le silence. Puis la vie est arrivée, et le silence est devenu ma description de poste. » Un rire doux dans le fond. Il a poursuivi. « Hier, j'ai vu une personnalité influente se faire licencier, non pas parce qu'elle avait tort, mais parce qu'elle refusait de se plier aux exigences d'autrui. J'ai vécu cette situation. Certains d'entre vous aussi. » Un silence s'installa. « Je ne me suis pas manifesté parce que j'étais courageux, » a-t-il déclaré. « J'ai fait un pas en avant parce que j'ai reconnu le regard dans ses yeux. » Il regarda Raina. Ce regard que nous avons quand le monde nous dit que nous n'appartenons pas à des pièces. Nous avons payé pour entrer. Quelqu'un dans le public a applaudi une fois. Puis quelques autres les ont rejoints. Puis la pièce redevint silencieuse à l'écoute. Je n'ai pas fait de déclaration. J'ai offert une tasse de thé. Je parlais sa langue, non pas pour l'impressionner, mais pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Elliot prit une inspiration et en retour, elle me rappela que j'avais encore une voix. Il s'éloigna du micro et Rhea s'avança une fois de plus. Cette fois, elle parlait dans un anglais impeccable. « J'ai fait une centaine d'interviews dans ma carrière », a-t-elle commencé. « À chaque fois, on attend de moi que je souris pour faire plaisir. Mais pas aujourd'hui. » Elle a scanné la pièce. « Aujourd'hui, je ne suis pas ici en tant que PDG. Je suis ici en tant que femme qui a vu un homme avec une serpillière faire ce qu'une salle pleine d'experts n'a pas pu faire. Sa voix ne s'éleva pas. Il n'a pas tremblé. Mais cela a porté comme le tonnerre enveloppé de soie. Il n'a pas vu de barrière linguistique. Il m'a vu. » Rhea marqua une pause, puis brandit une petite photo, l'image désormais célèbre d'Elliot s'inclinant légèrement alors qu'il lui offrait du thé. « Cette photo a été partagée plus de 12 millions de fois », a-t-elle déclaré. « Mais ce qui compte, ce n'est pas l'image, c'est ce que vous n'avez pas vu. » Elle regarda les journalistes, sa voix devenant légèrement plus aiguë. « Vous n'avez pas vu combien de personnes ont levé les yeux au ciel quand j'ai choisi le silence. Vous n'avez pas vu les sourires narquois, les rejets, la cruauté mesurée enveloppée dans les sourires du service client. Elle a baissé la photo et vous n'avez pas vu la main d'Elliot trembler lorsqu'il s'est incliné, car elle ne l'a pas fait. Il a rencontré mon silence avec force, pas avec peur. C'est le genre de leadership que je souhaite dans chaque salle de conseil dans laquelle je me trouve. Cette fois, les applaudissements éclatèrent, plus forts, s'élevant comme une marée. Rhea attendit qu'il ramollisse, puis regarda à nouveau dehors. « Il y a une dernière chose que j'aimerais partager », a-t-elle déclaré. « Quelque chose que je n'ai jamais dit sur aucune scène. » Elle se tourna légèrement, regardant Elliot. « Monsieur Barnes, me permettez-vous de lire quelque chose? » Il hocha la tête incertain. Elle fouilla dans sa poche et déplia un morceau de papier. « Charlotte, un jour tu seras assez grande pour me demander non seulement ce que j'ai fait, mais aussi pourquoi je l'ai fait. On n'a pas besoin de la permission du monde pour faire ce qui est juste. Il suffit d'avoir la volonté de le faire quand même. » Un silence s'installa que personne n'osa rompre. La poitrine d'Elliot se serra. Elle le regarda de nouveau, les yeux chaleureux. « Elle a de la chance de t'avoir, » déglutit-il. « C'est de moi qui ai de la chance. » La conférence de presse s'est terminée non pas par un slogan, ni par un argument marketing, mais par deux personnes se saluant. Et dans cette salle de costumes de pouvoir et de flash d'appareils photo, la dignité primait sur l'image de marque. Des heures plus tard, dans un petit café à 2 rues de l'hôtel, Elliot et Raina étaient assis côte à côte. Pas de caméra, pas de public, juste du thé. Elle lui jeta un coup d'œil par-dessus le bord de sa tasse. « Tu n'étais pas obligé de me laisser lire cette lettre. »« Je sais, dit-il, mais peut-être que le monde avait besoin de savoir que je ne suis pas qu'un concierge. »« Tu ne l'as jamais été, dit-elle doucement. Tu as juste arrêté de les corriger. Elle sourit. « Tu vas y retourner ?» demanda-t-elle. Il baissa les yeux vers l'enseignement. « Je ne sais pas. Le monde semble différent maintenant. »« Peut-être, » dit doucement Rhea. « Le monde a enfin rattrapé celui que tu as toujours été. » Ils restèrent assis en silence un long moment. Et pour une fois,
Ce n'était pas le genre de silence qui cache la douleur. C'était celui qui suit la vérité. Celui qui persiste parce que quelque chose de vrai avait été dit. L'ascenseur de la tour Whittaker émit à peine un bruit. Pas de ding, pas de secousse, juste une descente douce et stérile jusqu'au 42e étage. Elliot se tenait seul dans son reflet, qui se multipliait dans les miroirs des murs. Il avait troqué sa chemise de travail habituelle contre une chemise propre et une vieille veste en velours côtelé qui sentait encore légèrement l'eau de Cologne préférée de sa femme. Il ne l'avait pas portée depuis des années. Les portes s'ouvrirent. Une réceptionniste fit un geste muet. Le bureau tout entier brillait comme un écrin, un silence de verre chromé. Elliot entra dans la gueule du loup. Rhea attendait dans une salle de conférence privée, rétro-éclairée par un mur de baies vitrées qui surplombait la moitié de la ville. Elle ne se leva pas à son entrée. Pas de poignée de main, pas de sourire. « Tu as demandé à me voir », dit-elle en joignant les mains sur la table. Elliot hocha la tête et s'assit. « Je me suis dit que si tu devais mettre ton nom sur moi, tu devrais au moins connaître le mien. » Elle pencha la tête. « Maisie, je m'appelle Elliot Barnes, ancien professeur de linguistique, père, veuf, concierge actuel, même Internet temporaire. » Elle ne rit pas. « Pourquoi as-tu accepté de parler pour moi? » « Parce que le silence n'est pas l'absence de mots, dit-il. C'est la présence du sens. Et qu'as-tu fait pendant cette conférence? Ça voulait dire quelque chose. Un éclair passa sur son visage, mais elle le saisit vite. « Tu es devenu viral, dit-elle. Le ton était sec. Tu sais ce que ça veut dire? »« Je sais ce que ça fait, répondit Elliot. C'est comme être illuminé pendant 10 secondes, puis replongé dans le noir, les yeux encore en train de s'habituer. » L'expression de Raina se fendit légèrement. Une fracture capillaire, mais ça suffit. « Je sais ce qu'ils disent, dit-elle. J'ai entendu les réactions négatives. Le conseil d'administration me surveille comme un actif dysfonctionnel. » Il se pencha. « C'est ce que tu penses? C'est une crise de marque. »« Non, dit-elle sèchement. Je pense que c'est un miroir. » Cela fit réfléchir Elliot. Rhea continua. « Les gens n'ont pas applaudi parce que j'avais dit quelque chose de profond. Ils ont applaudi parce que tu as fait quelque chose d'inconvenant et décent. Tu leur as rappelé une humanité qu'ils ont appris à ignorer. » Elliot a croisé son regard. « Et ça les effraie. » Non, elle a dit que ça leur faisait honte. Ils sont restés assis en silence. Puis Raina a rompu le silence. « Il y a quelque chose que je n'ai dit à personne. » Sa voix avait baissé d'une demi-octave. « J'avais 6 ans la première fois que j'ai refusé de parler. » Elliot n'a pas bougé. « J'ai été envoyé dans une école préparatoire d'élite à Tokyo. Je n'ai rien compris à ce que l'on disait pendant le premier mois. J'ai essayé. Mon Dieu, j'ai essayé, mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, j'entendais ma différence résonner en moi. Les professeurs ont loué mon silence, l'appelant discipline. J'ai simplement arrêté d'essayer. » Elle a baissé les yeux. Ce silence m'a suivi jusqu'à Harvard, dans les salles de réunion, dans les chambres. J'ai appris à m'en servir comme d'une armure. La voix d'Elliot était douce, mais une armure devient lourde. Elle hocha la tête, seule. « Dis-moi ça, demanda-t-il, parce que je crois me souvenir de ta femme. » Son cœur fit un bond. « Quoi, il y a des années? » Elle enseignait l'anglais au centre communautaire de Mott Street. « C'est ça? » Elliot cligna des yeux. « Oui. » Le regard de Raina s'adoucit. J'avais 19 ans, seul, je venais d'arriver du Japon. Aucune confiance en moi, presque aucun vocabulaire. J'ai été placé dans sa classe. La gorge d'Elliot se serra. Emma Raina hocha la tête. Elle portait des boucles d'oreilles en fleurs de cerisier, avait toujours un thermos de soupe miso et ne m'a jamais fait me sentir stupide. Elliot ne pouvait pas parler. Elle nous a demandé un jour d'écrire une lettre à notre futur moi. Rhea dit « J'ai écrit « Un jour, je veux être une femme qui dit la vérité sans avoir besoin de volume. » Elle le regarda. « Tu étais marié avec elle. » Les mains d'Elliot tremblaient sur ses genoux. « Elle a changé ma vie, dit Raina. Mais je n'ai jamais pu la remercier. Elle a disparu du centre. On a dit qu'elle était tombée malade, murmura Elliot. Leucémie. 6 mois après le diagnostic, sa voix s'éteignit. Je suis désolé, dit Rhea doucement. Vraiment. Un long silence s'installa entre eux, et pour une fois, il n'était pas vide. Elliot se renversa en arrière. Tu t'es souvenu d'elle tout ce temps, elle m'a appris ma première phrase en anglais. J'ai toujours aimé. Rhea demanda, qu'est-ce que c'était? Elle sourit faiblement.
Ta voix compte, même à voix basse. Il hocha la tête, ravalant une profonde émotion. Elle serait fière de toi, ajouta Rhea, de ce que tu as fait, de qui tu es. Je ne suis pas sûr d'avoir été à la hauteur. Toi, si, dit-elle. Tu as vécu assez longtemps pour faire écho à son influence. Cela le figea net, car c'était vrai. En quittant la tour, Raina le raccompagna jusqu'à l'ascenseur. À la porte, elle hésita. Je veux te proposer un emploi, dit-elle. Pas comme concierge, mais comme consultante en éthique interne et formation à la communication. Vous comprenez à quoi ressemble la vraie dignité. Je veux ça dans mon entreprise. Il cligna des yeux. Tu es sérieux? Je suis rarement autre chose. Elliot expira lentement. Je vais y réfléchir. J'espère que tu le feras, dit-elle. Alors que les portes commençaient à se fermer, elle ajouta doucement. Dites à Charlotte que sa mère était inoubliable. Les portes se fermèrent hermétiquement et Elliot resta seul, descendant seulement. Cette fois, il n'avait pas l'impression de tomber. Il avait l'impression de s'élever. Ce soir-là, de retour dans son modeste appartement, Elliot ouvrit le tiroir qu'il n'avait pas touché depuis des années. À l'intérieur se trouvait l'enveloppe. La lettre de Charlotte à sa mère n'a jamais été postée. Écrit au crayon. Il l'a dépliée. « Chère maman, papa dit que tu es dans le ciel. J'aimerais que tu puisses revenir. Je veux vous montrer mon dessin de notre famille. Toi, moi et papa nettoyons les étoiles. » Elliot le pressa contre sa poitrine, puis attrapa lentement un stylo. Il retourna le papier et commença à écrire. Le vent soufflait à travers la cour Whitaker, faisant vibrer les feuilles comme des pages tournées. Elliot se tenait sous le cerisier, tenant le sac à dos de Charlotte. Ses mains étaient immobiles, mais son cœur ne l'était pas. Aujourd'hui, c'était sa première séance officielle d'orthophonie. À l'intérieur de l'imposant bâtiment de verre, le monde des costumes de pouvoir et des mots raffinés se déroulait. Mais Elliot ne pensait pas aux salles de conseil ou à la célébrité virale. Il pensait à sa fille à la voix douce et au regard féroce qui lui avait appris plus de courage que quiconque. « Elle t'attend, » dit Rhea en se mettant à côté de lui. Elliot se retourna, surpris. Raina ne portait pas de blazer aujourd'hui, juste un pull bleu marine doux et un jean, les cheveux attachés en queue de cheval basse. Elle avait l'air plus claire. Elle m'a demandé si je voulais m'asseoir, a-t-elle ajouté. Moi? Il cligna des yeux. Elle a dit, « Papa parle comme si le ciel écoutait. » J'ai compris que cela signifiait quelque chose. Elliot sourit. Elle dit toujours des choses bizarres, mais elles atterrissent exactement là où elles doivent atterrir. Ils entrèrent dans la petite salle de thérapie. Ce n'était pas clinique. Il faisait chaud, tapis, pouf, livres disposés comme des arcs-en-ciel. Charlotte était assise en tailleur sur le sol, face au Dr. Allen, l'orthophoniste. Ses doigts étaient enroulés autour d'un lapin en peluche. Rhea était assise tranquillement dans un coin, plus mère que Mania désormais. Le Dr. Allen sourit doucement. « Salut Charlotte, tu veux réessayer aujourd'hui? » Charlotte leva les yeux vers Elliot. Il hocha la tête. « Seulement si tu le veux, chérie. » Un battement passa, puis elle murmura quelque chose de presque inaudible, mais le Dr. Allen l'entendit. « Tu as dit d'accord? » Charlotte hocha la tête. La salle retenait son souffle. Le Dr. Allen sourit. « Jouons au jeu des couleurs. Je te montrerai une carte et tu nommeras la couleur quand tu seras prêt. » Une à une, les cartes sont apparues. Rouge, vert, jaune. Charlotte resta silencieuse, mais ensuite arriva la carte bleue. Charlotte cligna des yeux et doucement, si doucement, cela arriva. Ciel, pas bleu. Ciel. Elliot sentit ses poumons oublier comment fonctionner. Les yeux de Raina brillaient. Le visage du Dr. Allen s'illumina comme le lever du soleil. « C'est vrai, » dit doucement le thérapeute. « Le ciel est bleu. » Les doigts de Charlotte se resserrèrent autour du lapin. « Tu veux en essayer un autre? » Charlotte n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle se tourna vers Raina et murmura « Je t'ai vu pleurer. » Raina s'est figée. Le silence envahit la pièce. Charlotte pencha la tête. « Tu tenais le médaillon. » Elliot se tendit. Rhea chuchota. « Oui, je l'étais. »« Ma mère en avait un aussi, » dit Charlotte, mais le sien était cassé. La voix de Rhea tremblait. « Est-ce qu'il y avait des fleurs de cerisier? » Charlotte hocha la tête. Rhea regarda Elliot. Il lui rendit son regard, stupéfait. « Elle me l'a donné quand j'étais petite, » a ajouté Charlotte. Elle a dit, « Quand les gens se manquent, les fleurs se souviennent de la pièce immobile, comme si elles avaient peur qu'un bruit ne brise ce moment fragile. »
Raina se leva et s'agenouilla à côté d'elle. Ta mère était de mon professeur il y a longtemps. Je ne savais pas que tu étais sa fille jusqu'à récemment. Charlotte cligna des yeux. T'a-t-elle appris les mots? Non. Rhea dit. Ah, elle m'a appris le silence, celui qui a du sens. Une larme coula sur la joue de Charlotte. Elle me manque. Rhea fouilla dans sa poche et en sortit son médaillon. Lentement, elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une photo délavée, le sourire chaleureux d'Emma. Charlotte haleta. J'ai l'autre moitié, dit-elle. Elliot s'affala sur une chaise. Emma donna sa moitié à Charlotte avant de mourir. Elle lui dit qu'un jour, quelqu'un lui rendrait l'autre morceau. Rhea le regarda. Elle savait qu'elle en savait toujours plus qu'elle ne le laissait paraître. Charlotte fouilla dans son sac à dos, en sortit son médaillon et le tendit à Rhea. Les deux moitiés s'emboîtèrent comme un murmure du destin, et la pièce exhala un souffle. Ce soir-là, Rhea les invita, non pas dans son appartement terrasse, mais dans sa vraie maison. Une modeste maison artisanale nichée dans un coin tranquille de la ville, ombragée par des sycomores et bordée de carillons éoliens. C'était la première fois qu'Elliot la voyait sans la silhouette de la ville derrière elle. Elle ouvrit la porte elle-même, pieds nus. « Pas de personnel, dit-elle, juste nous. » Charlotte lui serra la main en entrant. Elliot remarqua que les murs étaient nus, pas froides, juste en attente. « Tu n'as pas de photos, dit Charlotte. Rhea marqua une pause. « Avant, je pensais que le silence était synonyme de force, mais maintenant, je crois que j'avais peut-être juste peur des échos. Alors, créons-en de nouveau, dit Elliot. Pendant le dîner, la conversation coula doucement, tranquillement, sincèrement. Ils parlèrent de leurs livres d'enfance préférés, de mots qu'ils aimaient sans pouvoir expliquer pourquoi. De la première fois où Raina avait ri aux larmes, de la berceuse qu'Elliot avait chantée pour distraire Charlotte pendant une panne de courant, berceuse qui avait été enregistrée par un voisin et transformée en mème. Elle s'endormit à mi-chemin. Elliot gloussa. « Je n'ai même pas entendu le deuxième couplet. »« Elle ne dormait pas, dit Charlotte. Je ne voulais juste pas que ça s'arrête. Cela a fait taire tout le monde pour toutes les bonnes raisons. » Rhea regarda Elliot. « Vous savez, dit-elle doucement, quand j'ai perdu ma voix, quand j'étais enfant, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Elle s'est effilochée petit à petit jusqu'à ce que le silence me semble plus sûr que l'incompréhension. » Il hocha la tête et maintenant elle rencontra son regard. « Je pense que la guérison ne se résume pas toujours à un son. Parfois, elle ressemble à une écoute. » Il lui prit la main. Elle ne s'est pas éloignée. Plus tard, alors qu'il bordait Charlotte dans le lit d'appoint, elle leva les yeux vers lui. « Et oui, l'amour. Penses-tu que maman peut nous voir en ce moment? » Elliot sourit doucement. « Je pense qu'elle n'a jamais arrêté. » Charlotte se blottit dans son oreiller. « Alors j'espère qu'elle verra que je lui ai rendu son médaillon. » Je pense qu'il attendait Miss Raina. Elliot a repoussé ses cheveux en arrière. « Je pense que tu as raison, papa. Oui. Penses-tu que Raina pourrait faire partie de notre famille un jour? » Elliot s'arrêta, puis l'embrassa sur le front. « Parfois, murmurait-il, les familles sont construites à partir de pièces qui se souviennent de leur place. » Charlotte sourit les yeux fermés. « Comme des fleurs de cerisier, murmura-t-il. Exactement comme ça. » Dehors, Rhea se tenait près de la fenêtre, regardant les étoiles. Elliot la rejoignit tous les deux en silence. « Ça va? » il a demandé. Elle hocha la tête. « Je n'ai pas eu aussi peur depuis des années. » Il haussa un sourcil. Effrayée, elle se tourna vers lui en ressentant quelque chose de réel. Et voulant le garder, il lui reprit la main. « Alors allons-y doucement, dit-il, mais pas en silence. » Elle sourit. « Accord. Tu ne m'as pas raconté toute l'histoire, n'est-ce que pas? » La voix d'Elliot était douce, mais le silence qui suivit était plus lourd que du verre. Il se tenait près de l'autre évier de la cuisine, les manches retroussées, en train de rincer une tasse de thé que Charlotte avait utilisée plus tôt. Il tournait le dos à Rhea, mais elle pouvait sentir son regard même sans le voir. Rhea s'appuya contre la porte de la cuisine, les bras croisés sur sa poitrine. « De quelle partie parles-tu? La partie où vous avez cessé de croire que vous méritez d'être aimé. » Elle ne broncha pas, mais quelque chose changea dans ses yeux. « J'ai vu des gens porter le pouvoir comme une armure, a-t-il poursuivi. Mais toi, tu le portes comme une punition. » Cela a touché quelque chose de profond. Elle entra lentement dans la cuisine, ses pieds nus silencieux sur le parquet. « Je n'ai jamais voulu être cette fille qui attendait que quelqu'un vienne la sauver.
Tu ne l'es pas, dit Elliot en posant la tasse. Tu es la fille qui a appris à voler toute seule, mais qui a oublié ce que ça fait d'atterrir. Rhea ne répondit pas avec des mots. Mais après un moment, elle s'est assise à la table de la cuisine et a murmuré. « Sais-tu pourquoi je t'ai embauché ce jour-là? » Elliot s'essuya les mains. « Parce que j'ai renversé du désinfectant sur les talons de ton assistante et je n'ai pas scellé. » Elle rit un peu. « Parce que tu m'as regardé dans les yeux comme si je n'étais pas un titre, une fortune ou un scandale en devenir. »« Raina, dit-il doucement, et s'asseyant en face d'elle, je me noyais dans le silence. Elliot, pas celui de l'extérieur, mais celui de l'intérieur de votre propre poitrine. Tu penses que j'ai aidé Charlotte? C'est elle qui m'a rappelé que certaines choses valaient la peine d'être dites, même si votre voix tremble. » Elliot sourit faiblement. Elle tient ça de sa mère. Rhea hésita. « Et toi, est-ce qu'elle te manque parfois? Tous les jours? » Il a répondu sans hésitation. « Mais manquer ne signifie pas que je suis coincé. Cela signifie simplement que j'ai bien aimé. » Elle le regarda, les yeux vitreux. « Comment aimer à nouveau après avoir perdu quelque chose qui vous définissait? »« Tu ne le feras pas, dit-il. Tu n'aimes plus. Vous aimez simplement différemment. Le cœur n'a pas de limite. Cela ne fait que s'étendre. » Rhea baissa les yeux. « J'ai peur, moi aussi, admit-il. Mais j'ai encore plus peur de traverser la vie sans être touché. » L'horloge a fait tic-tac, puis, doucement, elle tendit la main par-dessus la table et toucha ses doigts. Ce n'était pas un baiser. Ce n'était pas un grand geste, mais c'était réel. Quelques jours plus tard, Raina est montée sur la scène du sommet des femmes leaders de la côte Est. Les appareils photo ont flashé. Les gens murmuraient. Elle devait clôturer la journée avec son discours d'ouverture, que son équipe de relations publiques avait soigneusement élaboré pendant des semaines. Mais alors qu'elle se tenait sur le podium, regardant la mer de costumes élégants et d'yeux curieux, elle s'est écartée du scénario. Aujourd'hui, elle a commencé, j'étais censé parler des tendances du marché, de la croissance durable et de la manière de créer des équipes résilientes. Mais je vais parler du silence. Les gens bougeaient sur leur siège. Le silence, dit-elle, n'est pas toujours paisible. Parfois, c'est une cage. Je le sais parce que j'y ai vécu longtemps. J'ai bâti des entreprises, des empires, des salles de conseil, mais je n'ai jamais laissé personne être suffisamment proche pour savoir ce qui me faisait peur la nuit. Elliot, assis à l'arrière, se redressa. Elle a poursuivi. Sa voix ferme mais rauque. Une petite fille m'a un jour rappelé que même les voix les plus douces ont une mélodie intérieure. Et un concierge m'a appris un jour que la guérison ne vient pas des titres. Elle vient de la gentillesse, de la constance et du courage de rester fidèle, même dans l'inconfort. Le public retenait son souffle. « J'ai perdu ma voix bien avant d'être sous les projecteurs », a déclaré Raina. « Mais ces derniers temps, j'ai appris. Il n'est jamais trop tard pour reprendre la parole. » Elle marqua une pause, sourit et recula. Les applaudissements furent tonitruants, ni polis, ni performatifs. C'était réel. Plus tard dans la soirée, Raina trouva Elliot qui attendait devant l'entrée de service, 2 gobelets en carton remplis de chocolat chaud à la main. « Je me doutais bien que tu serais déshydraté avec toute cette honnêteté, » plaisanta-t-il. Elle prit le gobelet avec un sourire narquois. « Tu as tout regardé. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. D'ailleurs, j'espérais que tu parlerais des concierges. » Elle lui donna un coup d'épaule. « Tu es plus que ça, tu sais, vraiment. Tu es l'homme qui a brillé dans mon silence et m'a rendu moins seul. » Ils sirotèrent leur chocolat chaud sous les lumières de la ville, les lampadaires projetant des halos dorés sur le trottoir. Après un moment de silence, Raina se tourna vers lui. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. » Elliot haussa un sourcil. « Mon père n'est pas parti comme ça, dit-elle. Il est parti parce que de moi. » Son expression s'adoucit. « Raina, non. Écoute, » insista-t-elle d'une voix brisée. « Il m'a dit un jour que j'étais trop forte, trop bruyante, trop émotive, que je lui faisais peur, et quand il est parti, je l'ai cru pendant des années. » Elliot posa son chocolat sur le capot de sa voiture. Puis il la prit par les épaules, fermement mais doucement. « Tu n'es pas trop forte. Tu étais tout simplement trop brillante pour les gens qui vivent encore dans l'ombre. » Elle essaya de retenir ses larmes. « Rhea, tu fais peur aux gens parce que tu vois à travers eux, parce que tu ressens quelque chose, et parce qu'à un moment donné, tu as oublié qu'être perçu comme un don, pas comme un défaut. Je ne sais pas comment y croire.
Ce n'est pas grave, murmura-t-il. J'y croirai pour nous deux jusqu'à ce que tu y arrives. Cela la brisa. Pas dans le mauvais sens du terme, mais comme le printemps qui perce l'hiver. Elle s'avança et il la serra dans ses bras. Non pas comme un sauveur, mais comme quelqu'un qui savait exactement ce que c'était que de reconstruire quelque chose à partir de ses cendres. De retour à la maison, Charlotte observait par la fenêtre de l'étage. Elle ne dit rien, serrant juste son lapin un peu plus fort dans ses bras et murmura « Je te l'avais dit, maman ». Il la retrouva. Plus tard dans la soirée, Raina et Elliot étaient assis par terre dans son salon, Charlotte entre eux, construisant un puzzle ensemble. Pas de grandes annonces, pas de grands projets, juste des rires, des petites histoires et les pièces retrouvant peu à peu leur place. Charlotte demanda-t-il en désignant une pièce d'angle. Tu crois que chaque puzzle n'a qu'une seule façon de s'assembler? Il marqua une pause, puis sourit. Les pièces, oui, mais parfois on ne sait pas où elles vont tant qu'on n'a pas vu la situation dans son ensemble. Rhea croisa son regard par-dessus la table basse et, pour la première fois depuis des années, elle se sentit entière. C'était un samedi matin calme du début du printemps, le genre de matin où tout semblait suspendu, comme si le monde retenait son souffle, attendant un moment de douceur. Raina se tenait pieds nus dans la cuisine baignée de soleil, les mains serrées autour d'une tasse de café. La lumière filtrait par la fenêtre, dessinant des traînées dorées sur sa robe de soie. Ses cheveux étaient encore ébouriffés par le sommeil, et pourtant elle semblait plus apaisée que jamais. Elliot était au fourneau, fredonnant quelque chose à voix basse tout en retournant les crêpes avec acharnement. Charlotte était assise sur le comptoir, une jambe, les yeux écarquillés, concentrée sur la répartition des myrtilles avec une précision chirurgicale. « Attention, dit Elliot en la regardant. C'est ça l'art des crêpes, on se crée des souvenirs. » Voilà, Charlotte sourit. Je fais un lapin, c'est la maman. Rhea rit doucement. Pourquoi ma crêpe a des oreilles de lapin? Parce que tu es la plus courageuse, répondit Charlotte avec l'autorité que seul un enfant peut avoir. Et les gens courageux ont des oreilles pour écouter des cœurs effrayés. Rhea cligna des yeux. Celle-là atterrit profondément. Elliot regarda par-dessus son épaule et adressa à Raina un sourire entendu. Je vous avais dit que les enfants lisaient dans votre âme depuis le premier jour. Plus tard dans l'après-midi, ils visitèrent le parc où Charlotte avait offert une fleur à Raina pour la première fois, le tout premier jour où Raina avait appris à quoi pouvait ressembler l'amour quand les mots ne suffisaient pas. Cette fois, Rhea apporta la fleur. Elle la tendit à Charlotte alors qu'elles étaient assises sous des cerisiers en fleurs. « C'est pour toi, dit Rhea. Charlotte pencha la tête. « Pourquoi? »« Parce que tu m'as rappelé que l'amour n'est pas parfait. C'est juste de la patience. » Charlotte caressa les pétales de ses doigts. « Ça veut dire que tu resteras même quand je serai à nouveau folle ou silencieuse? » Raina hocha la tête. « Surtout alors? » Charlotte appuya sa tête contre l'épaule de Raina. « Tu n'as pas couru quand j'étais brisée. Tu m'as aidé à me souvenir des couleurs. » Elliot les observait de loin, le cœur rempli. À cet instant, il ne vit ni le PDG, ni la petite fille silencieuse. Il voyait la famille qu'ils avaient construite, un battement de cœur à la fois. Ce soir-là, ils étaient tous les trois assis par terre dans la salle d'art de Raina, désormais transformée en un espace chaleureux rempli de livres, d'une lumière tamisée et d'un mur décoré des chefs-d'œuvre de Charlotte au crayon. Une toile vierge était posée devant eux. Raina tendit un pinceau à Charlotte. « À toi de commencer. » Charlotte hésita. « Que dois-je peindre? N'importe quoi. » Elliot demanda. « À quoi ressemble cette famille pour toi? » Charlotte trempa son pinceau dans du jaune et peignit un petit soleil dans un coin. « Mon fils? » demanda Raina. Charlotte secoua la tête. « C'est ça, Elliot. Il a toujours chaud, même quand il pleut. » Rhea sourit. « Et moi alors? » Charlotte dessina un grand arbre, solide, ancrant tout sur la page. « Tu es la racine, dit-elle. Tu nous rends feu. »« Et toi? » demanda Elliot. Charlotte marqua une pause, puis, soigneusement, au centre de la toile, elle peignit un cœur. « Je suis l'espace entre les deux, murmura-t-elle. Le silence, mais c'est toujours de l'amour. » Rhea sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle tendit la main et passa une mèche de cheveux derrière l'oreille de Charlotte. « Tu n'es plus le silence, ma chérie. Tu es la voix qui nous a appris à écouter. » La semaine suivante, Rhea publia un livre pour enfants, ni sous la marque de son entreprise, ni sous son nom de PDG.
Tout comme Rena et Charlotte Whittaker, le livre s'intitulait La fille qui dessinait le silence. L'histoire simple et poignante d'une fille qui ne parlait pas, mais peignait le monde avec des couleurs que personne d'autre ne pouvait voir. La dernière page disait « Elle n'a jamais il fallait crier. Son amour était assez fort. Il est devenu un best-seller discret, transmis entre parents et enseignants, thérapeutes et familles d'accueil. Non pas parce que c'était tape à l'œil, mais parce que c'était vrai. Les gens ont commencé à tendre la main. Des lettres sont arrivées. Des messages de mères, de filles, d'hommes adultes qui n'avaient pas parlé à leurs enfants depuis des années. Un mot disait « Je pensais que mon fils était inaccessible jusqu'à ce que je réalise qu'il n'était pas silencieux. Je n'écoutais tout simplement pas comme il fallait. » Des mois plus tard, par une fraîche soirée de juin, Raina, Elliot et Charlotte se tenaient ensemble dans un modeste jardin illuminé et peuplé de rires. Ce n'était pas un mariage grandiose, juste une réunion de quelques amis proches, Charlotte vêtue d'une robe rose pâle, portant un panier de pétales de rose. Quand Elliot se tourna vers Raina, sa voix se brisa. « Tu sais, dit-il, pour une femme qui a bâti un empire commercial, il vous a fallu du temps pour vous laisser aimer. » Elle haussa un sourcil, un sourire doux. « Pour une concierge avec une serpillière et un cœur d'or, vous êtes étonnamment patiente. » Ils rirent tous les deux. Puis Raina se pencha et murmura à lui seul. « Merci de n'avoir jamais essayé de me réparer. » Juste d'être resté immobile jusqu'à ce que je retrouve mon chemin. Et lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, il ne promit pas la perfection. Il promit la présence. Il promit de dire la vérité, même quand ils tremblèrent. Ils promirent d'écouter, même sans un mot. Charlotte applaudit tandis qu'ils s'embrassaient. Puis elle leva les yeux au ciel et murmura. Maman a trouvé sa voie. Cette nuit-là, sous les étoiles, Raina se tenait à côté d'Elliot dans le jardin, regardant Charlotte courir après les lucioles pieds nus. Auriez-vous cru qu'elle avait dit qu'un seau renversé dans un couloir mènerait à tout ça? Elliot passa un bras autour de sa taille. Je ne suis plus surprise par ce qui arrive quand les gens restent. Elle le regarda. Et toi, que cherches-tu encore? Il sourit. Honnêtement, je crois que j'ai trouvé. Ce n'était ni un lieu ni un plan. C'était ce nous. Elle appuya sa tête contre son épaule. Ils restèrent là, l'homme, silencieux. Pas le silence pesant, mais celui qui vous emplit. Et dans ce silence, Rhea comprit enfin quelque chose. Les liens les plus profonds n'ont pas toujours besoin d'une voix. Parfois, l'amour est le langage qui parle quand tout le reste s'effondre. Et comme ça, un concierge, une fille silencieuse et une femme qui avait oublié comment ressentir les choses trouvèrent leur chemin. Chez soi. Parfois, il suffit d'un seul acte de gentillesse. Une personne qui choisit de rester et un amour discret qui refuse d'abandonner peuvent tout changer. Si cette histoire vous a touché, nous aimerions le savoir. D'où regardez-vous? Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires. Nous les lisons tous. Et dites-nous quel passage de l'histoire vous a le plus marqué. Si vous pensez que le monde a besoin de plus d'histoires comme celle-ci, pleines d'espoir et d'humanité, abonnez-vous pour ne rien manquer du prochain voyage. De nouvelles histoires arrivent bientôt et nous serions ravis de vous compter parmi nous. Merci beaucoup de votre attention. À la prochaine. Prenez soin de votre cœur et ne cessez jamais de croire aux secondes chances.